Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous regardez Pour Info, 45 minutes de débat pour mieux comprendre un sujet d'actualité avec nos invités. Aujourd'hui, on s'intéresse à la troisième dose de vaccin. L'administration d'une dose supplémentaire à l'ensemble de la population belge a été confirmée en milieu de semaine à l'issue du 22e Codeco. Concrètement, ça veut dire que d'ici fin avril, toutes les personnes vaccinées contre le Covid-19 devraient avoir eu la possibilité de recevoir une dose de vaccin supplémentaire. Cette dose de rappel est destinée à lutter contre la diminution de l'efficacité des vaccins avec le temps. À l'heure où nous parlons, ce booster est déjà en train d'être administré aux plus de 65 ans et aux personnes immunodéprimées. Qu'en est-il des autres? Avec nous pour en parler, Élie Kogan, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin interne à Chirec, professeur émérite à l'ULB. Muriel Moser, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau, oserais-je dire, avec nous. Vous êtes immunobiologiste, notamment à l'ULB. Sabine Storder, bonjour. Bonjour. De la Task Force Vaccination. Avec vous, on aura beaucoup de choses à comprendre sur comment ça se met en place logistiquement et du point de vue de l'organisation, cette administration de la troisième dose de vaccin. Et par appel vidéo, nous sommes avec Jean-Michel Donnier. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Nous, on vous entend très bien. Tout va bien. Vous êtes chef du département de pharmacie à l'UNamur. Merci à vous d'avoir bien voulu accepter l'invitation. La question générale qui est celle de cette émission, et on passera notre temps à se la poser ensemble, c'est la question de l'utilité d'une troisième dose de vaccin et puis de l'utilité aussi de, à long terme, la proposer à toute la population, adulte notamment. On parlera aussi du sujet bien spécifique que sont les enfants. Muriel Moser, l'immunobiologiste que vous êtes, se réjouit-elle de ce projet d'inoculer à toute la population déjà vaccinée une troisième dose de vaccin? Je pense qu'en effet, il est temps de penser à inoculer ce qu'on peut appeler une troisième dose ou un rappel, plutôt une troisième dose, on va y arriver, puisqu'on voit que la protection contre les maladies graves, et par exemple les hospitalisations, diminue en particulier chez les plus de 65 ans. Donc si on regarde les chiffres de Cienzano, le risque d'hospitalisation chez les vaccinés diminue de 60% parmi les 65 ans, donc c'est en train de diminuer, 86% parmi les 18 et 64 ans et 100% pour les 12-17 ans. Donc, on voit déjà que pour les plus de 65 ans, la protection diminue. Alors, quand on y réfléchit... La protection augmente. Contre les hospitalisations. Oui. Non, le risque diminue des chiffres que j'ai donnés, mais malheureusement, ce risque diminue moins chez les plus de 65 ans. Donc, il faut en effet réfléchir à est-ce le moment de faire une troisième dose. Mais quand on y réfléchit, c'est pas vraiment un rappel, parce qu'en fait, je rappelle que ce vaccin est un vaccin sous-unitaire, c'est-à-dire qu'on n'injecte pas le virus entier atténué ou inactivé, mais une petite partie. C'est ce qu'on appelle un vaccin sous-unitaire. Alors, quand on regarde quelle est la vaccination des vaccins sous-unitaires, on parle ici de l'hépatite B et du papillomavirus humain, on voit qu'en fait, on donne 3 doses déjà dans la vaccination primaire. Et donc, qu'on doit donner une troisième dose est sans doute logique pour les vaccins sous-unitaires. D'ailleurs, ça a été évoqué au départ et puis on n'en a plus vraiment parlé. Mais donc, c'est sans doute scientifiquement tout à fait logique. Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Si on compare avec d'autres schémas vaccinaux, on pouvait s'attendre dès le début à ce qu'à un moment ou à un autre, la troisième dose de vaccination arrive. Élie Kogan, vous vous réjouissez aussi, notamment pour le secteur hospitalier, de cette inoculation de la troisième dose? Ça me paraît indispensable. Bon, on a des chiffres maintenant publiés de ce qui se passe en Israël. Je rappelle que c'est Israël qui a commencé à vacciner le plus tôt, et donc c'est un élément observationnel intéressant de voir ce qui se passe. Ils ont remarqué qu'effectivement, à un moment donné, on voyait de plus en plus de vaccinés qui étaient hospitalisés. Témoignage de, comme disait Muriel Moser, la protection vaccinale diminuait. Et ce qui est assez étonnant, et encourageant en même temps, c'est que dès qu'ils ont administré cette troisième dose, en l'espace de 2 semaines, on a vu l'effet de cette troisième dose sur la population, avec 2 groupes, le groupe troisième dose et puis le groupe deuxième dose qui n'avait pas encore eu la chance d'avoir la troisième. Et donc on a pu voir ainsi une modification extrêmement marquée de l'hospitalisation de l'ordre de 10 à 20 fois selon les groupes. C'est vrai que quand on observe Israël, c'est comme un présage avec quelques mois d'avance de ce qui va nous arriver
à nous. On se rappelait que, justement, après ces 2 doses inoculées, il y avait eu quand même un petit peu une baisse. Et puis là, des médias israéliens, on semble comprendre qu'à nouveau, c'est sous contrôle là-bas. Donc la 3e dose aurait permis ça. Exact. Il ne faut pas perdre de vue, bon, on a beaucoup parlé de l'importance de la vaccination en Israël, mais néanmoins, ça a plafonné quand même à 65%, 70% grand maximum. Donc, globalement, sur l'ensemble de la population, 65%, c'est pas terrible. Si vous ajoutez à ça, à un moment donné, comme ils ont vacciné très tôt, une diminution de l'efficacité de la vaccination, on tombe encore plus bas. Et donc, je pense qu'il faudrait concevoir cette couverture vaccinale, et on dit, bon, en Belgique, globalement, on a 88 à 90% des personnes qui sont vaccinées. Il faut concevoir l'efficacité vaccinale. Et celle-ci, comme l'a dit Muriel Moser, diminue. Donc on n'est plus à 88% ou 90% de vaccinés. Oui, en réalité. Mais dans l'efficacité, on est en train de diminuer. Et c'est ce qui explique que le virus circule beaucoup plus et qu'il y a beaucoup plus de contamination, etc., etc. C'est intéressant, dans votre discours, vous considérez quasiment que les personnes qui ont été vaccinées il y a longtemps, donc les personnes les plus âgées, peuvent correspondre désormais à des personnes non vaccinées. Non, pas tout à fait. Parce qu'on sait d'une part que cette diminution, ce n'est pas binaire, ce n'est pas vacciné, pas vacciné. Donc il y a une sensibilité qui augmente à la contamination. Ce qui est encourageant malgré tout, c'est qu'on reste quand même protégé de façon substantielle par rapport à des formes graves de la maladie, en particulier par rapport à des hospitalisations aux soins intensifs. En tout cas, par rapport à des gens qui n'ont pas de comorbidité. Et là, l'étude en Israël l'a montré, je pense, et Mme Sorder reviendra sans doute là-dessus également. Je pense que l'étude israélienne, enfin, il y a 2 grosses études israéliennes, dont une l'a bien montré, que plus vous avez de comorbidité, plus vous vous retrouvez hospitalisé. Et plus l'effet de la 3e dose est important. Et donc, on se retrouve finalement avec le même concept, ça rejoint ce que disait également Mme Moser par rapport au principe de la vaccination. L'âge, les comorbidités, ce sont les groupes qu'il faut cibler de façon préférentielle au niveau de la protection individuelle. Au niveau de la protection de la société, plus on vaccine, moins le vaccin circule, plus la charge virale est basse, moins le virus reste dans les voies respiratoires, etc., etc., etc. Et donc, il y a un intérêt à la fois collectif et un intérêt individuel, l'intérêt individuel étant plus marqué vers les personnes à risque. Bon, Sabine Storder, du point de vue du calendrier et du schéma vaccinal, on voit bien que cette double préoccupation a été respectée, puisque d'abord les personnes âgées, et puis ensuite, d'ici au mois d'avril, ce sera toute la population. Donc il y a bien un groupe en priorité, et je dirais même en état d'urgence, quoi. Il faut vite s'occuper de ce groupe-là, des personnes qui ont été vaccinées depuis longtemps. Vous trouvez que le calendrier qui a été établi est bon ? Alors en fait, il correspond aux besoins. Donc, à partir du moment où on a décidé qu'une dose d'abord supplémentaire pouvait être administrée, le premier groupe prioritaire a été celui des immunodéprimés. Et ceux-là ont été invités dès le mois de septembre 2021 à pouvoir obtenir cette dose supplémentaire. Et à l'heure actuelle, on peut dire que 80% des personnes immunodéprimées ont déjà reçu cette dose supplémentaire. Ensuite, il faut tenir compte du calendrier de la primo-vaccination et de l'ordre qui avait été établi au départ pour la phase 1A. Et rappelons-le, c'était les personnes âgées de 65 ans et plus, en commençant par les résidents des maisons de repos et de soins. Là aussi, pratiquement fin de cette semaine, toutes les maisons de repos et de soins du pays auront déjà eu l'opportunité d'obtenir la dose de rappel. Donc, on suit très strictement ce calendrier. Nous avons déjà commencé maintenant la vaccination des 65 ans et plus en ambulatoire. Et on peut dire que depuis le début de cette campagne de rappel, on est maintenant à 1 million de 3e doses qui ont déjà été administrées dans le pays. Donc, on fit parfaitement avec le calendrier initial et l'ensemble des personnes qui sont éligibles à recevoir cette 3e dose. Il faut le rappeler, il faut non seulement avoir déjà reçu la primo-vaccination complète, mais il faut également un intervalle de temps entre la 2e dose et l'administration de la 3e dose. Cet intervalle est incompressible. Il faut 6 mois après un Pfizer Moderna, 4 mois après un AstraZeneca et 2 mois après un Johnson & Johnson. Donc, on suit vraiment en parallèle les groupes prioritaires et cet intervalle de temps.
Ça a l'air d'être une machine extrêmement bien rodée. Il faut que dans l'envoi des convocations notamment, on fasse bien la différence entre une personne qui a reçu tel vaccin et tel autre, vu que les délais, vous le dites, ne sont pas exactement les mêmes. Vous êtes confiante dans cette organisation-là? On sait qu'il y avait eu des couacs au début. Là, ça vous semble bien parti? Alors, bon, déjà, on n'est plus en phase 1A. On est déjà dans une, je ne vais pas dire une routine, parce que forcément, il faut toujours ajuster les différents critères. Mais les mécanismes d'invitation, bon, il y a toujours un petit peu de l'huile à remettre dans certains rouages, très clairement. Mais les mécanismes sont maintenant maîtrisés par les entités fédérées et aussi par les mécanismes d'invitation. Alors, il ne faut pas oublier non plus qu'il reste quand même 1 million de Belges qui ne sont pas encore primo-vaccinés. Nous sommes encore occupés d'administrer des primo-vaccinations à des personnes âgées. Donc, clairement, nous n'aurons pas terminé dans un délai fini pour toutes les catégories d'âge. On a encore vacciné des 80 ans cet été et encore maintenant en septembre-octobre. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais justement, ce croisement entre des personnes qui reçoivent leur premier vaccin, leur première dose, et les autres qui reçoivent un booster, ça ne va pas compliquer les choses? On va réussir quand même à s'en sortir? Alors, les entités fédérées ont prévu des plans dans leur centre de vaccination pour dédier des lignes particulières à ceux qui peuvent, par exemple, venir sans invitation pour des primo-vaccinations ou sur invitation pour des doses de rappel. Vous sous-entendez là que pour la dose de rappel, il faut absolument attendre d'avoir reçu son invitation? Alors, dans toutes les régions, une invitation est envoyée. Néanmoins, si la personne peut apporter la preuve qu'elle a une primo-vaccination complète et qu'elle est dans le calendrier nécessaire pour respecter cet intervalle, elle peut recevoir cette dose de rappel. Mais une personne dans ce cas serait passée sous les radars, alors ça voudrait dire ça? Pas nécessairement, c'est-à-dire que nous suivons un ordre particulier d'invitation, mais vous vous souvenez peut-être que dans la campagne initiale, on avait par exemple le système QVAX qui permettait de remplir des plages horaires non utilisées pour des personnes qui auraient reçu une invitation. Ce mécanisme va pouvoir être relancé pour permettre d'optimiser tous les champs possibles d'invitation. Vous en parlez de façon extrêmement claire et rassurante, je dois dire. On, en vous écoutant, peut penser que le mécanisme d'invitation, tel que vous l'appelez, est hyper bien rodé et que ça va aller tout seul. Maintenant, il y a une autre inconnue quand même. C'est que les gens seront-ils tous volontaires à répondre positivement à cette invitation de troisième dose? Est-ce que vous quantifiez déjà le nombre de personnes qui pourraient manquer à l'appel? Alors, très sincèrement, on ne peut pas tabler sur 100% d'adhésion à la dose de rappel. Parce qu'il y a déjà eu... Oui, ça c'est admis. Nous calculons l'organisation pour qu'elle soit optimale. Que si 100% des appelés répondaient à l'invitation, ils pourraient recevoir la dose de rappel dans les temps. Mais nous sommes conscients qu'il y aura peut-être une hésitation supérieure ou peut-être un temps de latence supérieur pour répondre à l'appel de la troisième dose. Éric Augan, avant de moi je voudrais quand même revenir au plan organisationnel. Dans la primo-vaccination, on était dans une situation où on n'avait pas suffisamment de doses et donc il était important de hiérarchiser les besoins comme vous l'avez rappelé. On n'est plus dans cette situation-là. Les doses, on les a. Autrement dit, qu'est-ce qui empêcherait d'optimaliser la possibilité de vacciner dans un temps plus court pour diminuer la circulation du virus, parce qu'on sait que c'est une urgence. Je donne un exemple. On a fermé le Hazel. Je ne suis pas le seul à ne pas avoir compris pourquoi on avait fermé le Hazel à ce moment-là. Il y avait quand même un certain nombre de voix qui se faisaient entendre, notamment de ceux qui organisaient la vaccination là-bas, qu'on aurait dû garder les infrastructures, quitte à pouvoir, dans une certaine situation, comme celle-ci, réactiver. Le Hazel, c'était en moyenne 4000 vaccinations par jour, c'est pas rien. Et donc, pourquoi pas remettre toutes les forces possibles, puisque les doses, on les a. Pour simplifier votre propos, le plan extrêmement clair et progressif qui vient de nous être présenté par Sabine Storder à l'instant est trop lent. Pour moi, on pourrait l'accélérer. On pourrait l'accélérer. On en aurait les moyens ou il faudrait l'accélérer? En tout cas, qu'est-ce qui permet de l'accélérer? D'une part, d'avoir les doses, on les a. Après, il n'y a qu'à. Yaka. Voilà, sur ce Yaka, on va se laisser quelques instants pour une brève page de pub et je donnerai la parole à Jean-Michel Denier tout à l'heure sur le fonctionnement, plus précisément, de ces doses vaccinales. Vous disiez, ces doses, on les a, mais quelles sont-elles exactement? À suivre après une brève pause. À tout de suite.
parlait du programme vaccinal. Est-ce qu'on doit laisser le temps aux choses de se faire ou au contraire y aller très vite? Parce que c'est vrai que l'automne est là, l'hiver arrive et on sait que ça renforce le virus dont on est tous obsédés. En tout cas, Élie Kogan, c'était votre point de vue. Fonçons telle la Formule 1 sur un circuit. Et vous, qu'est-ce que vous répondez à ça? Aurait-on les moyens de foncer? Il n'y a qu'à faire. Nous avons les moyens et clairement, toutes les entités fédérées ont analysé déjà les moyens à mettre en œuvre pour augmenter la capacité de vaccination. Et cette capacité de vaccination va être très clairement augmentée dès la fin du mois de novembre. Nous avons déterminé, en tenant compte de ce fameux schéma et de ces intervalles, que le maximum des troisièmes doses devrait être administré en décembre et en janvier. Et toutes les régions vont augmenter la capacité des centres de vaccination, en réouvrir notamment, développer les antennes locales, développer les pharmacies, les centres de médecine générale pour augmenter, mais vraiment de manière significative, le rythme des administrations. Nous avons été obligés de fermer certains centres pour des raisons légales, juridiques, financières, mais nous devons les réactiver d'une certaine manière. Et très clairement, nous avons les vaccins, nous avons les seringues, nous avons les aiguilles, nous avons la capacité qui va être réactivée. Nous n'aurons pas à attendre le printemps pour que la majorité des citoyens appelés puissent bénéficier de la troisième dose. Mais ils devront répondre à l'invitation. Nous avons les vaccins, dites-vous, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est bien la question que je voulais poser à Jean-Michel Donier. Alors je vais profiter de votre connaissance des médicaments, puisque vous êtes chef du département de pharmacie à l'UNAMUR, mais aussi de votre capacité pédagogique, parce qu'il ne faudrait pas qu'on perde nos auditeurs, évidemment. En juin dernier, quand même, il était question des variants et on disait qu'il y avait certes l'immunité qui s'effilochait au fil du temps et qu'il fallait donner ce booster pour la renforcer. Ok, ça c'est un problème. Mais on est confronté aux variants. Et justement, les firmes pharmaceutiques proposaient de peut-être, en tout cas posaient la question pour certaines, adapter leurs vaccins aux variants qui circulaient. Moi, quand j'entends on a les doses, j'entends on a les doses d'avant. Donc elles n'ont pas évolué, ces doses et la composition du vaccin, au regard des variants qui circulent. Est-ce que je me trompe? Non. Si vous voulez, je vais répondre à votre question, mais je souhaiterais avant tordre le cou d'une rumeur qui est assez malsaine, qui circule sur les réseaux par des gens qui ne veulent rien comprendre, qui n'ont rien compris ou qui ne veulent pas voir la réalité, ce qui est souvent le cas des deux. C'est de mentionner qu'il faut une troisième dose parce que les deux doses ne marchent pas. Et que ça a deux conséquences. La première, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on se ferait vacciner puisque les deux premières doses ne marchent pas, ou à l'inverse, on ne va pas prendre la troisième dose puisque les deux doses ne marchent pas. Donc ce sont des rumeurs qui sont complètement fausses et qui démontrent en fait l'incapacité à certains de voir la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, et ça a été mentionné, il est certain que le schéma optimal sera certainement, pour quelqu'un qui va commencer la vaccination aujourd'hui, un schéma à 3 doses. Je parle des vaccins notamment en 2 doses. C'est comme si vous prenez un antibiotique et qu'à un moment ou l'autre, au milieu du traitement, vous allez dire tout compte fait, on arrête parce que les premiers symptômes ne sont pas encore complètement disparus. Ici, ce n'est même pas le cas. On recommande à se faire vacciner le plus vite possible, et donc du coup, je vais répondre à votre question, avec une primo-vaccination, parce qu'on démontre que les vaccins actuels sont efficaces contre le variant actuel qui est le variant Delta. Efficace, ça veut dire plus de 90% sur les hospitalisations et au moins aujourd'hui 50 à 60% après encore 6 mois sur les infections. Et donc pour répondre clairement à votre question, aujourd'hui il faut se faire vacciner le plus rapidement possible avec les vaccins disponibles parce qu'ils sont efficaces contre le variant Delta. Et donc le rappel qui est proposé est un rappel ou un booster qui va augmenter l'efficacité de 2 façons, réduire encore les hospitalisations, ça a été dit, en Israël on réduit encore d'un facteur presque 20 les hospitalisations si on a la 3e dose, 6 mois au moins après la 2e dose, en ce qui concerne les vaccins ARN et AstraZeneca ce serait 4 mois et 2 mois après le vaccin Janssen, et surtout une nouvelle étude en Angleterre montre qu'on remonte l'efficacité également contre les infections. Alors c'est intéressant cette efficacité contre les infections puisque une personne non infectée ne va pas transmettre, et donc en réaugmentant l'efficacité contre les infections, on ne va pas transmettre. Et donc il n'y a pas aujourd'hui d'intérêt de l'industrie pharmaceutique de venir avec un vaccin adapté, puisqu'il ne sera pas plus efficace contre le variant qui est aujourd'hui dans les échantillons qu'on a en Belgique de près de 99% du variant Delta, puisque ce vaccin est efficace contre le variant Delta.
Alors c'est très clair et ça répond à cette autre rumeur, vu que vous parlez de rumeurs auxquelles il faudrait tordre le cou, qui est que ce vaccin, comme il a été développé et déployé assez rapidement, enfin ces vaccins, serait comme imparfait. Et que c'est ça qui incite certaines personnes à se dire, voilà, on nous vaccine plusieurs fois parce qu'en fait, ça n'est pas totalement efficace. Alors la question que se posent les gens derrière, et qui pourrait peut-être freiner la volonté de se faire vacciner, c'est que, et mon coiffeur me le disait encore hier, ok, 3e, et on va me demander la 4e, la 5e, la 6e. J'ai bien compris que la 3e, c'était en fait prévisible et qu'on en parlait. Mais 4e, 5e, 6e, ça vous semble tout aussi prévisible alors ou pas ? Ben, ça fait longtemps que mon coiffeur ne me dit plus grand-chose. Et donc, comme ça a été dit, le schéma optimal est aujourd'hui certainement un schéma à 3 doses. Et ça a été expliqué pourquoi. On n'allait pas attendre 1 an de plus à mettre un vaccin sur le marché lorsqu'on a constaté que 2 doses permettaient de réduire les infections au minimum de 95%, en tout cas des infections y compris des infections symptomatiques, et des formes sévères de plus de 90%. Par contre, ce qu'on savait, c'est que parallèlement à la mise sur le marché du vaccin, on allait étudier la perte d'efficacité du vaccin dans le temps, éventuellement l'apparition de variants. Les deux choses apparaissent, des variants qui sont plus contagieux et des vaccins qui perdent une légère efficacité dans le temps. On a dit surtout chez les plus de 65 ans, ça a été mentionné notamment sur les hospitalisations et sur les formes et sur les infections. Et donc, le temps faisant son effet, on voit que dans les études où on ajoute un booster, on a une efficacité qui remonte tant sur les hospitalisations que sur les infections. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Agence européenne des médicaments, aujourd'hui, a autorisé l'utilisation du booster. Donc on est dans l'utilisation recommandée chez les plus de 18 ans pour le vaccin Moderna et le vaccin Pfizer. Et donc, pour répondre clairement aussi à votre question, est-ce qu'il faudra une 4e et il faudra une 5e dose ? Je ne le sais pas. Je pense qu'il ne faut plus parler de dose, je pense qu'il faut parler d'efficacité du vaccin. Je vous rappelle qu'on refait le vaccin contre la grippe chaque année, pas uniquement parce qu'on adapte uniquement les souches, mais parce qu'on a également une perte d'efficacité dans le temps des vaccins contre la grippe. Et donc, on n'exclut pas qu'il faudra éventuellement une dose supplémentaire ou des doses supplémentaires. Et donc, ça ne sert à rien aujourd'hui d'identifier le fait qu'il ne faut pas faire une 3e dose parce qu'il faudrait éventuellement des doses supplémentaires. Personne ne se pose des questions pour la grippe. Je pense que la question aujourd'hui en termes de santé publique, c'est de prendre les vaccins selon le schéma optimal qui est cette 3e dose qui sera recommandée pour tout le monde. Et s'il faudra une 4e dose ou une dose supplémentaire, c'est bien possible. Je vous rappelle que pour les vaccins contre l'hépatite B et l'HPV, on en constate qu'un schéma optimal à 3 doses, pour la plupart des gens, on peut le mesurer de façon spécifique pour le vaccin contre l'hépatite B, semble déjà particulièrement ou est déjà particulièrement efficace. Éric Haugan, vous souhaitiez réagir. Tout va comme prévu. Juste sur un point, mais je suis bien entendu tout à fait d'accord avec ce que dit M. Denier. En France, pour les immunodéprimés, le principe d'une vaccination à 3 doses était déjà une recommandation établie. Et donc on peut le comprendre, puisque les immunodéprimés ont une tendance à moins répondre. Donc c'était un petit peu l'exagération de ce qui se passe chez tout un chacun. Et donc cette vaccination à 3 doses était déjà prévue. Muriel Moser, vous souhaitiez réagir. Après, j'ai des questions plus précises sur les types de vaccins. Donc allez-y, je vous en prie. Oui, mais d'abord, je voudrais dire que toute cette discussion est basée sur le fait que la réponse immunitaire, et ça on le sait très bien, s'améliore avec le temps et avec les boosts. C'est-à-dire, bon, on sait qu'il y a 2 mécanismes. Les anticorps, d'une part, qui empêchent le virus de rentrer dans les cellules, et d'autre part, les cellules tueuses qui tuent les cellules infectées. On en a déjà parlé plusieurs fois. Ces anticorps, avec le temps, s'améliorent. Ils reconnaissent mieux l'antigène, mais ils reconnaissent aussi l'antigène d'une façon plus large. C'est-à-dire qu'ils vont reconnaître le virus de départ, mais aussi les variants. Ça, c'est certain. Ça demande du temps. Et c'est pour ça que l'intervalle de 6 mois est sans doute important. Et donc, tout ça se base sur des connaissances scientifiques extrêmement claires. Plus on attend, plus on fait des boosts, meilleure sera la réponse. Et elle s'améliore vraiment très efficacement. Alors, sur l'efficacité sur le variant Delta, les résultats, et j'ai les résultats ici, d'Israël montrent clairement que ces anticorps neutralisent l'entrée du variant Delta 100 fois mieux chez les personnes qui ont reçu la 3e dose
que ceux qui n'ont reçu que la deuxième dose, montrant que ces anticorps s'améliorent, deviennent plus efficaces, bloquent l'entrée du virus dans les cellules. Donc oui, ce vaccin est absolument excellent contre le variant Delta, mais le variant Delta, il est évidemment beaucoup plus infectieux, c'est plus compliqué. Alors, on parle de ce vaccin en général, même s'il y en a différents types. Moderna, Pfizer, BioNTech et CureVac sont des ARN messagers. Je ne sais pas si on peut quand même rapidement, pour vulgariser, à nouveau dire ce que c'est en 2-3 mots. Vous pourriez tenter de le faire pour nos téléspectateurs. Bien sûr. Donc, pour l'ensemble des vaccins dont on parle ici en Belgique, c'est la protéine Spike qui est la cible, c'est-à-dire la clé d'entrée du virus dans nos cellules. On bloque la clé, on les empêche de rentrer dans nos cellules. Les virus ne se répliquent pas tout seuls, hein, déjà, donc s'ils ne sont pas dans les cellules, ils ne se répliquent pas. Et en fait, on n'injecte pas la protéine Spike elle-même, on injecte l'information génétique qui va permettre à nos propres cellules de produire cette protéine. Que ce soit l'ARN messager pour le Pfizer, BioNTech et Moderna, ou que ce soit l'ADN transporté par un adénovirus pour l'AstraZeneca et Johnson & Johnson, on injecte le plan de montage et nos cellules prennent l'ARN messager, produisent la protéine Spike, migrent jusqu'au ganglion où se fait la réponse immunitaire. Recommandation du Conseil supérieur de la santé. L'immunité Johnson & Johnson diminue vite. Le rappel se fera par ARN compatible. J'ai vraiment une autre question. C'est pas problématique, ça, de passer d'un médicament à l'autre pour le système immunitaire ? D'abord, la cible est la même, c'est la protéine Spike. Et ensuite, justement, des études ont montré très clairement qu'un hétéroboost, c'est-à-dire un vaccin différent du premier, donne même de meilleurs résultats. Très bien. Je voulais vous poser la question, Jean-Michel Donnier, sur la variante pédiatrique du vaccin. Alors, on en est aux prémices de cette proposition par Pfizer. Je ne parle pas là des variants, mais d'une variante pédiatrique. Est-ce que là aussi, on a assez de recul pour observer une réponse qui serait la même aux variants? Et est-ce que là, ce serait le même schéma pour les enfants si jamais on passait à la vaccination des enfants 1, 2 et 3? Donc, quand vous parlez vaccination des enfants, je suppose que vous parlez des 5-11 ans, puisque celle des 12-17 ans a déjà été actée, déjà en cours, avec une proportion assez importante qui a été vaccinée. On est à plus de 80% en Flandre, plus de 66% en Wallonie. Et donc ici, c'est d'étendre cette vaccination chez les 5-11 ans. Alors effectivement, les États-Unis ont recommandé cette vaccination. D'abord, c'est le même vaccin, et c'est uniquement le vaccin Pfizer, mais ce n'est pas le même dosage en termes d'antigènes. Il est 3 fois moins dosé, donc dit autrement, il est plus dilué. Deuxièmement, c'est un schéma également à 2 doses, selon le principe des plus âgés, donc à partir de 12 ans. Et là aussi, dans des études, il a montré une efficacité sur les formes de la maladie de l'ordre de 90-91%. Par ailleurs, il n'a pas montré des effets indésirables qui étaient plus importants que ceux qu'on a chez les plus de 11 ans, et c'est même l'inverse de façon générale. Et donc tout le débat, c'est d'attendre l'Agence européenne du médicament qui, dans les jours à venir, va certainement venir avec une proposition concernant la recommandation du vaccin chez les 5-11 ans. Deuxièmement, le Conseil supérieur de la santé va venir avec les recommandations sur le niveau dont on va proposer ce vaccin chez les 5-11 ans. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, au moment où on a introduit le vaccin, on avait plus de 66 décès chez les 5-11 ans, on avait plus de 8000 hospitalisations et on avait près de 2 millions d'enfants qui avaient de 5-11 ans qui avaient été affectés. C'est la raison pour laquelle ils ont souhaité, notamment l'Académie américaine des pédiatres, avoir ce vaccin le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, on va certainement avoir des données, puisqu'ils vaccinent des centaines de milliers d'enfants de ce groupe d'âge-là, un peu comme on a eu en Israël. On va avoir des données épidémiologiques sur l'efficacité et également sur les formes les plus graves. Bien évidemment, ces formes les plus graves sont moins importantes que chez les adultes, mais on voit d'ailleurs également en Belgique que les enfants deviennent aujourd'hui aussi des vecteurs de la maladie, mais sont également à risque de maladie et également à risque d'hospitalisation. Donc tout ce débat sera entretenu au Conseil supérieur de la santé également. Élie Kogan, c'est vrai que du point de vue de la vaccination des enfants, on a des données qui commencent à être précises, État par État, et il semblerait qu'on soit plutôt favorable aux États-Unis à cette vaccination-là. Je voulais réagir sur ce point et puis un petit commentaire sur un autre point qu'a souligné M. Donnier. Alors, il y a une étude qui est, je trouve, extrêmement intéressante et qui renforçait cette idée de l'importance de la couverture vaccinale globalement dans la population. On parlait de protéger les âgés, mais protéger les enfants aussi. Et donc, quand on regarde aux États-Unis, État par État,
en fonction de la couverture vaccinale des différents États, quel est l'effet sur l'hospitalisation des enfants. Et donc on voit très clairement que des États qui vaccinent beaucoup, même sans avoir vacciné les enfants, on voit diminuer de façon extrêmement marquée l'hospitalisation des enfants. Donc il y a un effet global, et on va dire de solidarité vaccinale, non seulement par rapport aux plus faibles qui sont les patients âgés, mais également par rapport aux enfants. Alors je voulais rebondir sur la problématique du schéma vaccinal, parce qu'on continue à parler de schéma vaccinal à 2 doses. Quand on a entendu Muriel Moser tout à l'heure, finalement avec ce type de vaccin, ce n'est pas très logique. Est-ce qu'on ne devrait pas, je renvoie la question à M. Donnier, est-ce qu'on ne devrait pas dès à présent parler d'une vaccination à 3 doses 0, 1 mois, 6 mois, comme pour d'autres vaccins du même esprit, je dirais, comme le soulignait Mme Moser. Vous dites maintenant, à chaque fois qu'on parle à une personne qui s'apprête à être un primo-vacciné, on lui dit, écoutez, ce sera 3, c'est ça votre schéma. Alors je crois que la question vous était renvoyée, Jean-Michel Donnier, même si, en gros, oui, on y a déjà un peu répondu, c'était assez prévisible. Communiquons clairement sur ce point-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? La chance d'être un scientifique, c'est d'avoir la parole libre. La chance qu'on a moins quand on travaille dans des autorités régulatoires, c'est de se baser sur les données qui sont soumises pour permettre ces autorisations. Et donc aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que les études pour la 3e dose, et notamment la réponse immunitaire qui est augmentée, c'est notamment chez les plus de 18 ans, avec 2 vaccins, le vaccin en Europe, avec le vaccin Moderna et le vaccin Pfizer. C'est un peu différent avec le vaccin Janssen aux États-Unis, où on recommande également une seconde dose, et le Conseil supérieur de la santé a recommandé d'ailleurs une seconde dose, ça a été dit avec le vaccin Janssen, avec un vaccin ARN. Et donc effectivement, là on a des données qui manquent pour justifier d'autoriser le booster sur l'ensemble de la population qui pourrait avoir un vaccin, notamment le vaccin Pfizer chez les 5-11 ans, comme c'est le cas aux États-Unis et dans d'autres pays par ailleurs, ou les 12-18 ans. Il est clair que ces informations ne vont pas manquer, et là où je rejoins le professeur Kogan, c'est qu'on doit s'attendre, bien évidemment, comme chez les plus de 18 ans, à avoir des informations sur l'efficacité vaccinale qui vont décider pour une 3e dose éventuellement. Et il est clair que, et c'est vrai, qu'un schéma optimal semble être pour ces vaccins le schéma à 3 doses. Donc semble être, on sent quand même qu'on parle un peu au conditionnel. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'on tourne une brève page de pub et qu'on se retrouve tout de suite après. 3e et dernière partie de ce Pour Info dédié à la 3e dose de vaccin, le booster, pourrait-on dire. Est-ce que le succès est garanti? Est-ce que ça concerne véritablement tout le monde? Est-ce que c'est utile pour tout le monde? Nous n'avons pas tout à fait terminé notre échange, Jean-Michel Donnier. Je vous redonne la parole parce qu'on parlait évidemment d'un schéma vaccinal en 3 doses au conditionnel, mais au conditionnel bien sûr pour les enfants, comme vous le sous-entendiez au départ. C'est bien comme ça que se concluait éventuellement votre propos. Oui, c'est là où on n'a pas de recommandation en tant que maintenant chez les moins de 18 ans d'avoir un booster. Et donc, on est toujours effectivement avec 2 doses, y compris les 5-11 ans, là où c'est autorisé. Chez les plus de 18 ans, l'Agence européenne a recommandé la 3e dose chez les plus de 18 ans avec le vaccin Moderna et le vaccin Pfizer. Donc là, il est clair qu'on a des données robustes qui permettent de justifier cette 3e dose. Bien sûr, c'est tout neuf comme thématique. Donc Muriel Moser, c'est vrai qu'il y a encore pas mal d'incertitudes qui encadrent et qui entourent la vaccination des enfants qui, pour le coup, pour la tranche d'âge dont on a parlé, n'est pas encore effective ici. Oui, et en fait, on remarque, certains articles montrent que les enfants de 5-11 ans répondent plus fort à des vaccins, que leur réponse immédiate est vraiment extrêmement rapide, extrêmement forte, et donc il n'est peut-être pas tout à fait évident maintenant qu'ils auront besoin d'une 3e dose, comme pour les plus âgés, mais c'est une chose à observer, évidemment. Et puis il y a aussi d'autres personnes, ceux qui ont eu la maladie, qui l'ont eu à nouveau pendant qu'ils étaient déjà vaccinés. Qu'est-ce que ça fait, ça? Alors, je pense que c'est un point important. On en a beaucoup discuté d'ailleurs au départ et finalement la Belgique n'a pas suivi ce que d'autres pays ont fait, à savoir ceux qui avaient fait la maladie, est-ce qu'il n'a pas besoin que d'une seule dose plutôt que de 2 doses. La France a répondu une seule dose pour ceux qui avaient fait la maladie, un petit peu comme si la maladie avait déjà été leur première dose. En Belgique, on a continué à vacciner à 2 doses. Le pass sanitaire, pour ne pas utiliser ce terme vulgaire de Covid Safety Kit, vulgaire et inopérant au plan de sa signification, on est obligé d'avoir les 2 doses. D'un point de vue médical, et d'ailleurs j'ai beaucoup de patients qui sont dans ces situations-là, ils ont fait la maladie, ils ont eu les 2 doses,
ils ont un taux d'anticorps, et je sais bien, pour ne pas me faire reprendre sur le point, qu'il n'y a pas de corrélat de protection, mais quand on voit un taux d'anticorps vraiment très élevé, on peut se dire que ces personnes-là n'ont peut-être pas besoin immédiatement de cette troisième dose, et ça pourrait être différé. Et donc, alors, c'est difficile dans une campagne de vaccination de prendre. Plus on prend des cas d'exception, plus c'est difficile à organiser, mais c'est quand même pas négligeable, à la fois en nombre de doses, quand on voit quand même le nombre de patients qui ont été, de sujets qui ont été infectés. Et donc, je pense que c'est en tout cas une question au plan, je dirais, individuel. Et finalement, la vaccination reste un acte médical en dehors des campagnes de primo-vaccination. Je veux vous dire que moi, dans ma pratique, j'encourage les patients qui ont déjà eu les 3 doses, c'est-à-dire la maladie plus 2 doses, de dire, mais écoutez, vous avez le temps de patienter encore quelques mois pour avoir votre dose de rappel. Ok, on parle d'un cas d'exception. Jean-Michel Donier, rapidement, est-ce que ça pourrait être pris en compte, ça, dans les recommandations qu'on pourrait faire pour la vaccination, à savoir effectivement, si vous avez attrapé la maladie, alors peut-être que dans ce cas très précis, allez, une 3e dose, on attend un peu. Et donc, il n'y a pas de consensus international. Hein. Donc, ça, c'est une première chose. Et si on prend d'ailleurs l'Agence européenne du médicament et le Centre de contrôle des maladies au niveau des États-Unis, ils recommandent un schéma complet avec ou sans avoir développé la maladie par le passé. Par contre, c'est vrai que certains pays ont des recommandations qui sont différentes et c'est là que ça peut jeter de la confusion. Je pense qu'en Belgique, on a toujours été consistant avec l'approche qui était celle des autorités de santé supranationales de dire on fait un schéma de vaccination complet et par contre, on a pris les 14 jours, soit 14 jours après la fin de symptômes ou 14 jours après une PCR qui a été positive si on n'a pas de symptômes, minimum pour permettre une vaccination. Et donc, certainement que pour la 3e dose, la recommandation sera identique. Le Conseil supérieur de la santé travaille cette semaine à cette question, donc il y aura une réponse claire à cette question. Et je pense, et ça c'est vrai, que quand on dit minimum 14 jours, ça répond aussi aux commentaires du professeur Kogan, ça permet une certaine flexibilité et s'adapter à ce qu'on voudrait suivant l'avis médical, l'avis du médecin qui consulte le patient. Sabine Storder, après tout ce qu'on a dit, là, il y a des zones quand même de certitude. On a aussi évoqué quelques zones d'ombre et vraisemblablement, on en saura plus bientôt au fur et à mesure qu'on recevra les données. Tout ça, ça pourrait quand même bousculer les calendriers. Alors j'ai des questions extrêmement concrètes d'organisation et de logistique à vous poser. Je rappelle que vous êtes ici en tant que membre de la Task Force Vaccination. Vous nous avez parlé tout à l'heure des primo-vaccinés, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore reçu la première dose. Ok. Est-ce que ces personnes-là, on va leur dire, écoutez, là on est à peu près au clair sur la question de la 3e dose, on vous donne 3 rendez-vous d'emblée. À bientôt. Alors, on ne va pas donner directement les rendez-vous à ces personnes, puisque à l'heure actuelle, pour les primo-vaccinations, on ne donne plus de rendez-vous. Ce sont les personnes qui s'inscrivent elles-mêmes sur les plages de vaccination ou bien qui se rendent dans les centres de vaccination pour avoir la primo-vaccination. On donne des rendez-vous pour les suivantes, pour la 2e en l'occurrence. Voilà, c'est ça. Donc, à partir du moment où la première injection a été faite, alors il faut programmer la 2e vaccination. Mais bien entendu, là, il y a une liberté des personnes puisque tout le monde, a priori, a déjà été invité. Donc, c'est à eux maintenant de répondre positivement à l'invitation, à programmer un rendez-vous, et à programmer le 2e rendez-vous. On ne sait pas encore programmer le 3e rendez-vous à 6 mois ou à 6 mois d'intervalle, puisque pratiquement maintenant, on ne primo-vaccine plus qu'avec Pfizer et Moderna, bien que certaines personnes sont encore enclines à recevoir le Johnson & Johnson. Donc, attendez votre convocation d'ici 6 mois. Voilà, c'est ça. Donc pour la dose de rappel, là, il y a effectivement une convocation puisqu'on doit activer la base de données des rendez-vous. Donc vous nous garantissez qu'on sera encore sous ce système-là de convocation alors d'ici pour 6 mois. La dose de rappel, oui, bien entendu, puisqu'il y a des intervalles à calculer à partir de la 2e dose et que de nouveau, les personnes ne reçoivent pas au jour calendrier défini de la 2e dose, ce moment-là, ils sont encore libres de planifier cette 2e dose. Donc ça a évidemment une incidence sur le calendrier de la 3e. Bon, c'est d'une clarté cristalline, peut-être que ça rassure nos téléspectateurs, mais imaginons un autre schéma. On a parlé de beaucoup de choses là. Avoir contracté la maladie et avoir reçu 2 doses, peut-être que bientôt, ça voudra dire qu'on modifiera le schéma vaccinal. Il y a la question des enfants qui va s'ajouter. La question, vous l'avez dit, des primo-vaccinés qu'il faudra intégrer à tout ce calendrier. Et puis enfin, ceux qui répondent à la convocation pour le booster. C'est moins lisible, là, tout ce mélange de profils. Est-ce que, sincèrement, vous pensez
qu'en Belgique, on va s'en sortir avec ces croisements? Ce n'est pas du tout facile à organiser. C'est vraiment à l'heure de l'imaginer. Mais pour bien organiser, il faut anticiper au maximum et gérer aussi ce que l'on a en dotation en bon père de famille. Il ne s'agit pas non plus de gaspiller en se disant « Ok, on va jeter à tout va les doses ». Donc ce que nous faisons, c'est que nous devons d'abord anticiper les volumes de personnes à vacciner. Ça, c'est une première chose. Et ça, nous avons une idée claire sur les volumes. Et nous travaillons de manière maximaliste. On prend l'hypothèse que 100% des groupes éligibles vont répondre à l'appel. Ensuite, nous établissons un calendrier et nous faisons des variations régionales. Nous avons bien entendu besoin du support des entités fédérées pour organiser les choses sur le terrain, augmenter leur capacité de vaccination. Est-ce que c'est pas là que le bas blesse, dans ce besoin-là des entités fédérées? Ça va aller? Mais en fait, peut-être étonnamment, nous avons un pays compliqué parce qu'il est régionalisé et nous devons tenir compte aussi des calendriers, mais des exigences régionales qui sont aussi soumis à des calendriers électoraux ou des besoins qui sont un peu différents les uns des autres. Mais maintenant, on voit que toutes les régions anticipent au maximum et contrairement à ce que vous croyez, nous essayons d'avoir au moins un mois de longueur d'avance. Je ne crois rien, je pose la question. Par exemple, pour la primo-vaccination des enfants, nous attendons une décision, mais nous l'anticipons. Ça veut dire que si on décide maintenant d'accorder ou de lancer la vaccination des enfants à partir de janvier, nous nous y préparons déjà. Si on lève le cliquet « oui », on s'y prépare. Si on dit « attendez encore », eh bien nous attendons. Mais en tout cas, la préparation logistique se fait comme si on allait avoir un « go, maintenant vous pouvez y aller ». Donc pour décembre, nous sommes prêts. Pour janvier, nous sommes prêts. Pour février, nous sommes prêts aussi. Et nous devons jouer aussi avec ces volumes, aussi pour faire venir les vaccins sur le territoire, mais aussi pour mettre la pédale de frein sur les livraisons si elles ne sont pas nécessaires et les dédier aux donations internationales parce que n'oublions pas que nous jouons aussi sur les donations internationales de nos vaccins. Tout ira pour le mieux, dites-vous, je vous prends au mot et je vous donne rendez-vous dans 6 mois. Chers téléspectateurs, rendez-vous quant à vous demain. Merci à nos invités d'avoir accepté l'invitation de LN24, LN24 où l'information continue. À demain.